Hello, comment ça va today? Je suis super contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, parle à beaucoup d'entre nous, surtout dans le contexte de nos études en médecine. On vit dans une société où faire plus est devenu la norme. Plus d'heures de travail, plus d'activités, plus d'engagement, plus de productivité. Et si tu ne tiens pas le rythme, tu te sens en retard, parfois coupable, voire même nul. Je sais pas si tu ressens la même chose, mais parfois je me suis retrouvée à toujours vouloir en faire plus, à toujours vouloir augmenter ma to-do list, à toujours vouloir me dire qu'il me restait du temps donc je pouvais faire plus de choses. Parce que ce que je faisais, ça suffisait jamais. Et pendant un moment, je pensais vraiment que c'était ça la clé de la réussite. C'était de bourrer mes journées de travail, de sacrifier mon sommeil, d'oublier mes envies et juste d'avancer, voire même d'avancer encore plus vite. Mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une vraie fatigue. Genre un poids énorme qui m'écrasait vraiment, je me sentais au bout du rouleau. Je perdais la joie d'apprendre, l'envie. Et c'est là que j'ai compris que faire plus ne rime pas avec faire mieux. Du coup, j'ai décidé d'expérimenter un autre chemin. Accepter de faire moins. De lever un peu le pied, de m'autoriser à ralentir, à simplifier. Et franchement, ça n'a pas toujours été facile. Parce que ce changement, ça bouscule un peu nos croyances, nos peurs, notre perfectionnisme. Et aussi, ça bouscule ce qu'on voit sur les réseaux, de quoi on se nourrit. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en faisant moins, je gagnais, je trouve, en clarté, en énergie, en efficacité et surtout, bien entendu, en bien-être. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce chemin-là, de pourquoi on a si souvent du mal à faire moins, quels en sont les impacts quand on ne le fait pas et surtout, comment on peut doucement s'autoriser à faire ce choix. Parce que faire moins, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de bienveillance envers soi-même. Un acte qui peut transformer ta manière d'étudier, de vivre et même de réussir. Vous allez peut-être vous dire, parce que moi c'est un sentiment que j'ai, c'est que faire moins, ça veut dire être fainéant, pas assez productif, ça veut dire ne pas réussir, ça veut dire échouer, ça veut dire ne pas être capable, ça veut dire moins maîtriser. Dans ma tête, ça veut dire plein de choses de moins faire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. C'est pourquoi j'ai envie d'en faire un podcast aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai envie de débattre avec vous et envie que vous ayez des retours sur ce podcast. J'ai grave envie que ça soit un peu un podcast entre guillemets interactif où vous m'envoyez des DM et où vous me répondez, où on échange, où on parle, où on discute, on débat, parce que je vais parler d'un truc et je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. Le thème du jour, c'est accepter de faire moins pour faire mieux. Alors, c'est parti, on en parle. Comme d'habitude, et comme vous l'avez peut-être entendu à ma voix, j'ai écrit l'intro et la conclusion pour que le podcast soit un peu plus structuré, parce que sinon je pars dans tous les sens. J'ai aussi écrit quelques points de développement que je veux aborder avec vous. Alors, on commence maintenant. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est pourquoi on pense qu'il faut toujours faire plus, qu'on ne fait jamais assez. Déjà, c'est pour moi parce qu'il y a la culture de la performance, en règle générale, et beaucoup dans les études de médecine. On pense beaucoup, même par exemple quand on parle avec notre famille et tout, les gens pensent que quand on est en médecine, on fait que travailler, qu'on ne s'arrête jamais, qu'on sort jamais la tête de nos bouquins, qu'on est des machines, qu'on dort peu, qu'on n'arrête pas de boire du café, qu'on a une vie sociale hyper réduite. Enfin bref, en règle générale, les gens pensent qu'en médecine, on fait que de la médecine. Les gens extérieurs. Il y a aussi la culture que nos parents peuvent avoir. Moi, je sais que les miens, en tout cas, ont cette culture. C'est le fait que le travail, pour eux, c'est la vie. Le travail, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de primordial et ils vivent pour leur travail. Genre, mes parents ont du mal à concevoir les arrêts maladie. S'il y a une personne dans leur société ou dans leur boîte qui est malade, ils vont se dire, mes parents ne sont pas patrons de leur boîte, ils sont employés, mais par exemple, s'ils ont un collègue ou une collègue en arrêt maladie, ils vont tout de suite avoir la pensée suivante, que ce sont des gens fainéants, qu'ils ont un petit peu mal à la gorge, mais bon ça va, ils peuvent venir travailler, qu'ils en font trop. Et moi j'ai grandi avec cette idée dans ma tête, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit, t'es vraiment malade si t'es allongé dans ton lit, dans le noir, et que tu peux plus bouger. Sinon, t'es pas vraiment malade. Parfois même, j'osais pas être malade normalement, parce qu'en fait je me disais, ils vont me dire que je suis pas malade si juste je me lève de mon lit, que je vais par exemple, je sais pas moi, me faire un petit bol de café et tout, et que ça... Bol de café ?
je sais pas pourquoi je me ferais un bol de café, mais bref, je me fais un truc et que je marche et que voilà, je parle, ils vont me dire bah t'es pas malade, tu marches, tu parles, c'est bon, tu peux aller à l'école. Je suis en mode bah non. Je dis mes parents, mais ça c'était un peu plus mes grands-parents, mais mes parents on avait quand même une petite dose. Donc j'ai grandi vraiment dans quelque chose où on me dit que il faut toujours être productif, son travail c'est la vie, il faut toujours être à fond, enfin, et que la santé mentale, les émotions, tout ça, chez nous en tout cas ça n'existait pas vraiment. Mes grands-parents étaient des agriculteurs, donc vraiment moi je viens d'un monde de la campagne, un monde hyper rural, pas du tout développé niveau émotionnel, je veux dire. Mon entourage proche, entre guillemets vraiment très très proche, ceux que je vois le plus souvent, viennent vraiment de la campagne, et donc le développement émotionnel et tout ça, ils ont pas du tout, enfin c'est pas du tout dans leur priorité, parce que dans leur priorité c'était gagner de l'argent, c'était pas dans leur mood d'avant, et je pense que beaucoup de parents n'avaient pas ce mood là. Enfin après c'est mon impression, étant donné que vu que je viens de la Cambrousse et que les gens autour de moi étaient dans le même mood que moi, bah je me dis que c'est pareil pour tout le monde, ça se trouve pas du tout. Mais voilà, bref, pour moi, le travail, ça doit être vraiment la vie. Il y a aussi une pression académique, sociale. Par exemple, la bibliothèque, c'est quelque chose qui te met la pression. Tu vois les gens travailler, tu vois les gens faire que ça. T'arrives à 9h, tu vois les gens travailler, tu repars à 18h, tu vois les gens travailler. Donc t'as l'impression que les gens font que ça de leur vie, qu'ils font que travailler parce que tu vois que ça. Il y a aussi ce côté-là qui rajoute une couche sur le fait que tu ne peux pas ralentir. Il y a aussi la peur de prendre du retard, la peur d'échouer, la peur d'être jugé par les autres, parce que les autres peuvent te dire ah mais tu travailles pas assez, nanana. Cette peur-là existe, elle existe vraiment pour moi aussi. La peur de ne pas mériter sa place, et tout ça, toutes ces peurs font que bah du coup on va toujours se dire allez on continue de travailler, on s'arrête pas, parce que si je m'arrête un petit peu trop tôt aujourd'hui, peut-être que je vais finir en rattrapage, donc ça non, je vais pas y aller, donc je travaille. Et bien entendu, il y a les réseaux sociaux qui montrent par exemple des personnes qui commencent à travailler à 5h du mat, donc il y a pas de problème hein, si vous travaillez à 5h du mat, mais faites-vous plaisir. Mais ce que je veux dire c'est que ça peut faire culpabiliser d'autres personnes. On montre une routine, qu'on commence à travailler à 5h et qu'on finit par exemple, je sais pas moi, à 19h, bah les gens vont se dire ah mais je travaille pas assez, peut-être que je devrais travailler plus, peut-être que je devrais m'inspirer de ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Et d'un côté ça peut être cool parce que ça peut nous montrer une nouvelle voie, mais d'un autre côté ça peut mettre une pression. Donc il y a toujours cette ambivalence au niveau des réseaux sociaux. J'essaye moi de mon côté de montrer la tolérance des deux côtés, genre que parfois on peut être productif et parfois non, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr peut-être que des fois je vous fais culpabiliser, je suis désolée, et il y a plein d'autres gens et plein d'autres comptes Instagram, je dis pas que je suis la seule à faire ça, pas du tout hein, qui font la même chose que moi et qui essayent de prôner la bienveillance, l'écoute de soi et tout. Mais bah voilà, parfois peut-être que je dis des choses ou que je fais des choses qui peuvent culpabiliser et je me rends pas forcément compte. Et donc du coup, il faut aussi avoir ce recul sur les réseaux sociaux. Ce que tu vois, c'est pas déjà peut-être la réalité de tous les jours, et en même temps, il faut arriver à prendre du recul et à se dire bah ma méthode, elle marche pour moi. Moi je travaille pas, par exemple, moi je travaille pas 10 heures par jour, je travaille en moyenne, on va dire peut-être 6 heures par jour, et ça me va. J'ai pas besoin de faire plus et j'ai pas envie de faire plus. Mais chacun a son degré. Enfin bref, je pars dans un débat, vous avez compris ce que je voulais dire. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est les conséquences d'en faire trop et tout le temps, et ce sur un long terme, parce que bien entendu, il y a des moments dans l'année où on va en faire plus, où le rythme va être plus intense, par exemple au niveau des révisions, avant un grand examen, tout ça, forcément, à ces moments-là, on va travailler plus, on va être plus à fond, on va être plus fatigué, ça c'est logique, parce qu'il y a des cycles dans une année, donc c'est normal. Mais si c'est tout le temps, si c'est constamment, si c'est toute l'année, ou si c'est sur toutes les études de médecine, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Les conséquences, bon bah il y en a plein, mais il y a notamment la fatigue chronique et la perte de motivation, voire même le brouillard mental, la perte d'envie, et ça peut même aller jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out. Je vous l'ai déjà raconté, moi ça m'est arrivé. C'est pas quelque chose de bénin, de toujours vouloir en faire plus. Il y a toujours des conséquences. Et c'est là encore une fois où je ramène l'équilibre des choses. Il faut savoir travailler, je pense, parce que c'est forcément important puisqu'on est en médecine, et malheureusement la médecine, bah il y a énormément de choses à apprendre, donc il faut savoir travailler, mais il faut savoir aussi poser des limites. Je trouve ça compliqué parce que parfois j'ai peur en fait de trop m'écouter, de trop aller dans oh c'est bon Yona, repose-toi, ah mais t'en fais assez, oh machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma peur, j'ai peur de trop m'écouter. C'est quand même ouf d'avoir peur de faire trop de choses pour soi. C'est bizarre, ma peur est chelou, mais c'est pas grave. Et peut-être que vous êtes plusieurs à ressentir la même chose que moi, d'avoir peur de pas assez en faire ou peur de trop s'écouter, de se dire ah ouais mais là je suis fatiguée, nanana. Donc en fait c'est ça, je trouve faut trouver un juste équilibre entre se booster un peu et se dire bon bah vas-y il faut quand même que je travaille un petit peu, et en même temps savoir vraiment les vraies limites et se dire bon bah là par contre j'ai vraiment besoin d'une pause. Et c'est ça le plus dur, c'est de trouver le point d'équilibre. Genre moi j'ai du mal à le trouver. D'autres conséquences qu'il peut y avoir, c'est par exemple la déconnexion du plaisir d'apprendre, la déconnexion du plaisir de ses études. Moi par exemple c'est quelque chose que j'ai totalement et que j'ai encore. Je n'ai plus envie d'apprendre, je n'ai plus envie de m'instruire, je n'ai plus envie de lire. C'est quelque chose que je fais parce que je suis entre guillemets obligée. Personne ne m'oblige bien entendu, si je veux arrêter ces études je peux le faire, mais
pour finir ces études, je suis obligée de passer par là. Et c'est pour ça que je le fais. Je le fais avec aucune envie. Je n'ai pas envie d'apprendre, je n'ai pas spécialement envie de revoir certains chapitres. Il n'y a pas d'envie. C'est vraiment plus de la discipline un peu bête et méchante. Et c'est ça que je trouve dommage dans ma façon de voir les choses. J'aimerais retrouver un peu d'envie, un peu de gaieté, un peu de bonheur à faire de la médecine finalement. Parce que la médecine, ça peut rendre grave heureux, mais ça, je l'ai perdu. C'est quelque chose que j'arrive pas à retrouver. Il y a bien sûr l'augmentation de l'anxiété, du sentiment d'échec, de l'auto-jugement. Le fait de toujours vouloir en faire plus fait que le lendemain, on va vouloir encore en faire plus, on va vouloir encore en faire plus. Et si on fait pas plus, on va culpabiliser de pas avoir fait assez. Et tout ça, ça va nous mettre dans une boucle anxieuse. On va se dire que si on fait pas plus, on n'aura jamais nos partiels. Du coup, on va avoir peur de l'échec. Et du coup, après, on va essayer de mettre en place des choses pour peut-être se lever plus tôt pour pouvoir travailler un peu plus. Mais enfin bref, c'est une boucle infernale. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir dire en fait non, stop, on arrête là. Arrête d'avoir peur de quelque chose qui ne se passe pas. Pour l'instant, tout va bien, ça roule, entre guillemets. J'ai redoublé ma L2, j'ai eu des rattrapages de nombreuses fois, mais c'est pas dramatique, personne n'en est mort, je ne suis pas morte, ça va, tout va bien, donc faut réussir aussi à se réassurer, je trouve. Mais tout ce que je dis depuis tout à l'heure, vraiment, ne culpabilisez pas, je le répète, j'ai envie de le dire dans tous les podcasts, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, genre essayer de faire, il faudrait faire, nanana, déjà c'est pas obligatoire, et en plus, c'est normal de pas réussir à le faire. Tout ce que je vous dis, j'ai du mal à le faire, tous les jours, j'ai vraiment du mal à le faire, donc vraiment, ne pensez pas que tout ce que je dis, c'est tout ce que j'applique dans ma vie, c'est faux, on est bien d'accord. Le pire, la chose pour moi la plus horrible entre guillemets quand on se rend compte qu'on en fait trop, c'est qu'on continue de faire plein de choses, mais en fait plus rien ne rentre, tu n'apprends plus rien, t'es devenu livide, plus rien ne rentre dans ton cerveau, rien, et pourtant tu continues, tu t'obstines, et là c'est vraiment la boucle qui t'amène, je trouve, vers vraiment le sentiment un peu dépressif, voire la dépression, c'est le fait de continuer malgré le fait que ton cerveau te dise qu'il n'y arrive plus en fait. Ce que je trouve cool entre guillemets, parce qu'il y a quand même un point positif, c'est que moi du coup ça fait 5 ans que je suis en médecine. Parce que oui, je rentre dans ma 5e année, mais vu que j'ai redoublé une année, ça fait 5 ans que je suis en médecine. Et au bout de 5 ans avec ces études, je peux vous dire qu'on commence un petit peu à les connaître et qu'on commence à voir leurs pièges, on commence un peu à les déjouer, à se dire oh là je sens que ça va pas le faire et tout. Et donc ça c'est le côté positif d'avoir fait 5 ans de médecine. Le côté négatif du coup c'est que moi j'ai pas pris les bonnes résolutions, je ne les ai pas prises au début. J'ai pas commencé dès le début, pendant ma première année, à prendre soin de moi, à faire des moments pour moi, et ça je l'ai pas fait. Ce qui fait que du coup j'ai accumulé de l'anxiété, de la fatigue, des peurs, et donc maintenant j'ai cette fatigue chronique et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà, je vais vous le dire, je suis toujours fatiguée. Tous les jours je me lève, j'ai envie de dormir. Tous les jours je commence à apprendre, j'ai mes yeux qui se ferment, j'ai un flou visuel, j'ai un brouillard mental, et ça je n'arrive pas à m'en séparer. Cette fatigue, elle est là uniquement quand la médecine arrive, et je ne peux pas faire autrement en fait. C'est vraiment mon corps qui parle pour moi, je suis obligée de vivre avec ça, et c'est assez chiant parce que du coup la concentration elle est pas trop là, enfin c'est pénible. C'est pourquoi du coup j'essaie de faire ce podcast, parce que je me dis peut-être que ça peut servir à certains d'entre vous qui n'ont pas encore cette fatigue, soit pour les petits nouveaux, soit pour des personnes qui n'ont juste pas encore ce sentiment et qui peuvent encore travailler ça et travailler le fait de faire moins, de faire mieux et de prendre plus soin de soi pour ne pas arriver justement à l'état dans lequel je suis. Et ça me ferait trop plaisir en fait que certaines personnes se disent ah ok du coup je vais changer un petit peu ma façon de faire pour tenir dans la durée, et c'est quelque chose que je n'avais pas fait et que je regrette fortement, donc voilà. Bref, c'était le petit moment explication de yo-yo. La troisième partie, c'est et si faire moins, c'était faire mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à admettre. J'ai beaucoup de mal à admettre que faire moins, ça va me permettre de faire mieux les choses. Je pense toujours à la productivité, à l'efficacité. Autant que je vais prendre à faire les choses, mais je ne pense jamais à l'aboutissement. Au fait, est-ce que j'ai passé par exemple 1 heure sur ce cours, c'est vrai, il m'a pas pris beaucoup de temps et je vais pouvoir en faire plus dans ma journée, mais est-ce que cette heure, elle a un réel impact dans mon apprentissage? Peut-être pas. Peut-être que du coup, je vais devoir y passer encore 2 heures, alors que si j'y avais passé par exemple 1 demi-heure de plus, j'aurais dû revenir sur ce cours beaucoup moins souvent. Et ça, j'ai vraiment du mal à accepter, j'ai du mal à le mettre en place dans ma routine. C'est quelque chose que je trouve ne me correspond pas. Et pour autant, c'est quelque chose que j'aimerais appliquer dans ma vie quotidienne, de mieux prendre le temps de faire les choses, et j'y arrive pas. Voilà, je vais pas vous mentir, j'y arrive pas. Et ça me frustre énormément. Déjà, il y a un point important, c'est que la réduction
c'est différent de la fainéantise. Réduire son temps de travail juste pour sa santé mentale et pour mieux apprendre, c'est un choix stratégique et sain pour soi. Être fainéant, c'est vraiment autre chose. D'ailleurs, la définition du Larousse concernant le terme fainéant, c'est qui ne fait rien, qui ne veut pas travailler. Or, c'est tout ce qu'on ne fait pas. On veut travailler, on essaie de travailler. C'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est juste qu'on veut réduire la charge de travail, le temps de travail pour notre santé mentale. C'est pas qu'on ne veut rien faire, c'est qu'on veut mieux faire. Réduire le temps de travail, ce n'est pas rien faire du coup, c'est mieux faire les choses. Je trouve que si on se dit ça de cette manière-là, ça résonne un peu plus dans ma tête, même si j'avoue que j'ai toujours du mal avec ce fait de réduire et vraiment c'est quelque chose qui m'énerve parce que j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis tendue là. Souvent on me le répète, on me dit que moins de quantité, c'est souvent plus de qualité, on se souvient plus de ce qu'on a appris, on prend plus le temps d'apprendre et du coup on prend le temps d'aimer apprendre. Sauf que moi, je n'arrive pas à faire ça, j'ai trop de pression pour le faire et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que c'est beaucoup mieux de travailler 3 heures concentrées au lieu de travailler 7 heures éparpillées. C'est mieux de ne pas faire un sujet de LCA par exemple et de se reposer plutôt que de faire un sujet de LCA qu'on va bâcler et juste qu'on va faire pour dire qu'on l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être mieux de prendre une journée off quand on en a vraiment besoin, même si c'était pas prévu pour pouvoir reprendre après sur de bonnes bases, plutôt que de persister, de continuer et donc du coup d'entretenir la fatigue, le brouillard mental, le flou et tout ce qui va avec. Tout ça je le sais et peut-être que vous aussi vous le savez, mais vous avez du mal à le mettre en place. Vous avez du mal à, à vous dire que c'est ok, c'est ok de moins travailler, ok? Vous avez peut-être du mal à vous le dire ça aussi et moi j'ai grave du mal à me le dire, vraiment tous les jours. Vraiment le podcast c'est un podcast un peu ouvert, va y avoir quelques solutions mais je vais pas donner tout plein de solutions étant donné que je n'en ai pas tant que ça. J'ai pas réellement énormément de solutions pour faire moins mais mieux et c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin d'avoir vos retours là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident pour moi mais je trouve ça cool quand même d'en parler parce que je pense que ça va concerner beaucoup de personnes et on est un peu tous dans ce flou de on sait pas trop comment faire. Donc si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager. Je vous les repartagerai à tout le monde pour que ça serve à tout le monde, mais bref, voilà. Donc, je disais, moi, ce qui fonctionne, entre guillemets, pour moi, pour réussir un petit peu à lâcher du lest, l'expression lâcher du lest, j'ai réussi à caser cette expression, c'est quand même extraordinaire. C'est, petit 1, d'avoir une routine dans la semaine. C'est-à-dire, je sais que tel jour, de telle heure à telle heure, je vais aller faire telle chose. Je sais que tel jour, de telle heure à telle heure, je vais aller voir la psy, machin, enfin voilà. D'avoir une routine tips. Une routine type. Pas en mode, alors je travaille de 9h à 10h et puis je fais ça, de ça à ça et ça à ça. Non. Avoir des plages horaires de travail, des idées de quand je vais travailler, des idées de quand je vais me reposer, des idées de quand je vais faire du sport, pas forcément l'horaire précise. Peut-être se dire, moi je fais le sport le lundi, le mercredi, le vendredi, je dis n'importe quoi. Et se laisser libre cours le jour J à se dire est-ce qu'on fait le sport le matin, est-ce qu'on fait le sport le soir, le midi, comme on veut. Ça peut être comme ça. Je sais que moi pour le sport, j'aime bien avoir des horaires précises parce que sinon j'y vais pas. J'ai du mal à avoir justement cette motivation et quelque chose de très précis en me disant Yona t'as sport de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure en mode c'est non négociable. Je suis en mode ok j'y vais. Donc du coup la précision par exemple pour le sport ça m'aide. La précision dans les cours ça ne m'aide pas parce que ça me met trop la pression. J'ai l'impression que je suis obligée d'avoir fait tant d'items dans ma journée, d'avoir fait tel ou tel item, alors que ça se trouve, j'aurais pas envie de faire cet item-là ce jour-là et j'aurais envie d'en faire un autre, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Faut essayer de trouver un petit peu comment on fonctionne et ce qui est important à mettre en place pour nous. Deuxième point, moi j'aime bien avoir une vue de mon semestre, c'est-à-dire me donner des points, des dates clés en mode à cette date-là, faut que t'aies vu à peu près tant de cours. À cette date-là, faut que t'aies vu à peu près tant de cours. À cette date-là, faut que t'en aies relu à peu près tant. Peut-être 3-4 dates dans mon semestre pour me donner un peu des lignes, des points, des grands points de mon semestre et ça me permet de moins paniquer parce que je sais que si à telle date j'ai fait tant d'items, je ne suis pas en retard. Donc je peux prendre le temps de me reposer, je peux prendre le temps de faire autre chose parce que je suis dans, entre guillemets, les grandes lignes que je m'étais fixées. Et ça me rassure, c'est un côté vraiment réassurant pour moi. D'ailleurs, pour cette 5e année, l'année des EDN, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait une frise. Je sais pas si ça vous intéresse, un podcast sur comment j'ai fait cette frise. Peut-être que ça vous intéresse. Franchement, dites-moi si ça vous intéresse. Je sais pas si vous m'écoutez encore ou si je parle solo, mais si jamais vous
vous m'écoutez encore, dites-moi si ça vous intéresse. Après, c'est important aussi de se demander qu'est-ce qui me sert, entre guillemets, à me nourrir, à me redonner de la motivation, et qu'est-ce qui en consomme. Typiquement, vraiment, je vais vous donner un exemple. Par exemple, décider d'une tâche neutre. Pour moi, chez moi, une tâche neutre, c'est faire la vaisselle. Ça me coûte pas de l'énergie, mais ça ne m'en ramène pas non plus. Quelque chose qui peut me ramener de l'énergie, ça va être aller courir, promener mon chien, regarder Demain nous appartient avec un chocolat chaud, prendre une bonne douche, faire une skincare, passer des moments de qualité avec les gens qui m'entourent. Ça, c'est des choses qui vont ramener des points dans ma vie, par exemple. On va dire que je pars avec 0 points. Et bah, si je fais ces choses-là, ça va me faire un +4, +8, +9. Hop, ça me rajoute des points. Et après, il y a les choses qui m'enlèvent des points. Par exemple, étendre le linge. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Donc ça m'enlève des points. Travailler la médecine. Ça m'enlève énormément de points. Parfois, faire à manger, dans certaines journées, ça va me donner des points, alors que dans d'autres, ça va m'en enlever. Donc voilà, en fonction de l'énergie, en fonction du mood de jour, c'est intéressant de se dire, bon, là, j'ai telle énergie. Je pense qu'aujourd'hui, je sais que la médecine, ça va vraiment me peser beaucoup. Donc, je vais faire en sorte de mettre des choses qui vont me rapporter de l'énergie pour du coup avoir un point d'équilibre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est à peu près clair. En gros, faut repenser ses priorités et se dire que tout n'a pas la même valeur. Que par exemple, faire un item, ça n'a pas la même valeur que faire la vaisselle. Que faire la vaisselle, ça n'a pas la même valeur que boire un café avec une copine. Vous voyez, tout n'a pas la même valeur. Et donc du coup, c'est important dans sa journée d'avoir des choses neutres, d'avoir des choses qui rapportent des points et d'avoir des choses qui en enlèvent. Et donc du coup, comme ça, on se fait un petit équilibre, une petite tambouille. Et c'est pour ça que j'aime bien faire mon emploi du temps à peu près jour par jour en essayant de suivre un peu les grandes lignes que je vous disais tout à l'heure. Comme ça, en fonction du mood du jour, je sais si c'est un jour où je vais beaucoup travailler parce que je vais être pampel up et d'autres jours où je vais plus être maussade et que je vais un petit peu ralentir. C'est important aussi de s'autoriser à ne pas cocher toutes les cases de sa to-do list. C'est pas parce qu'on se fait des objectifs dans la journée qu'on est obligé de tout atteindre. Personne ne va mourir si on ne coche pas toutes les cases de cette fucking to-do list, d'accord? Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Quand les cases ne sont pas toutes cochées, je me sens nulle, je me dis que j'ai pas fait assez, je me dis que j'aurais pi faire plus, mieux, enfin bref, vous connaissez la chanson et il faut savoir accepter que nous sommes des fucking humains. Nous ne sommes pas des robots, donc il y a des jours où on va peut-être faire plus que notre to-do list, il y a des jours où on va faire moins. Et c'est pas grave. Franchement, tranquille Émile, tout va bien se passer. Désolée si Émile, voilà, si tu écoutes ce podcast, je suis désolée, j'ai utilisé ton prénom, j'adore cette expression, tranquille Émile, voilà, sorry. Mais bon, c'est important de se dire que si on coche pas tout, c'est pas grave, personne ne va mourir, de vraiment déculpabiliser, de pas se mettre la pression. C'est pas parce qu'on se fait une to-do list que on doit forcément tout finir. J'ai essayé de changer ça il y a pas si longtemps, c'est d'essayer de faire une to-do list réaliste et de justement prendre en compte l'énergie qu'on a le matin et se dire ok, ce matin j'ai telle énergie, je sais que je vais faire ça et ça et ça va me rapporter un peu d'énergie, par contre je sais que je vais devoir faire ça et ça et ça va m'en enlever. Donc je vais essayer de faire une to-do list qui correspond au mood du jour. Et ça je trouve ça super pertinent par contre. Super Yona, tu trouves tes arguments pertinents, bah encore heureux, j'ai envie de te dire. Bien entendu, c'est important dans sa semaine de faire des moments de pause réelle. Par exemple, pour moi, c'est dimanche. Le dimanche, il n'y a pas de podcast. Le dimanche, il n'y a pas d'Insta. Le dimanche, il n'y a pas de je sais pas quoi. Le dimanche, je fais ce que je veux. Si je veux manger un petit-déj au dîner, eh ben je mangerai un petit-déj au dîner. Si je veux me laver à 13h12, bah j'irai me laver à 13h12. Si je veux faire des cookies, mais en même temps je veux pas trop en faire, et bah je ferai des cookies, mais pas trop non plus. Le dimanche, c'est la journée où je fais ce que je veux. Et je trouve ça cool d'avoir un moment dans sa semaine où on se dit, ok, aujourd'hui, c'est la journée où c'est freestyle. Tu fais ce que tu veux. Tu veux passer ta journée à dormir, tu dors. Tu veux passer ta journée à faire le ménage, tu fais le ménage. Tu veux passer ta journée à rien faire et à regarder des séries, tu passes ta journée à rien faire et à regarder des séries. Enfin, voilà. Je trouve que avoir un moment comme ça dans sa semaine où on peut se dire, là c'est one life, enfin pas one life, qu'est-ce que je dis là? Non mais là c'est one je sais pas quoi, one ce que vous voulez, et ben je trouve ça grave cool. Vous l'aurez compris, le but du podcast, c'était de repenser la productivité. Le fait que avancer, ce n'est pas forcément s'épuiser. Le fait de savoir s'écouter, tout en sachant se mettre ses limites. C'est-à-dire, on va pas non plus trop s'écouter, entre guillemets, je mets des gros guillemets quand je dis ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si je m'écoutais vraiment au maximum, bah je ne ferais pas d'item,
je n'en lirai pas, étant donné que ça ne me passionne pas. Mais le problème, c'est un gros problème, mais c'est un problème quand même, c'est que pour devenir médecin, je dois lire ces items. Donc je vais le faire, mais je vais le faire en fonction de comment je me sens aujourd'hui. Et il y a des jours où je vais me sentir super bien, et il y a des jours où je vais être super productive et je vais me dire punaise, mais aujourd'hui j'ai avancé, mais toute route quoi. Et il y a d'autres jours où les routes seront sinueuses, où j'aurai besoin de beaucoup plus de temps de pause, de beaucoup plus de temps à aller promener le chien, à regarder le soleil, à boire un chocolat, à regarder une série, et où je vais moins travailler. Mais c'est pas grave, parce que quand on pondère les deux, et ben ça donne un équilibre, ça donne une stabilité, et finalement, et ben j'avance. Même si j'avance pas au même rythme tous les jours, j'avance quand même. C'est comme si, au lieu de faire par exemple 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, autrement dit 25, peut-être que je vais faire 7 plus 3 plus 5 plus 2 plus 8, et ça fera quand même 25. Donc c'est pas parce qu'on fait 5, 5, 5, 5, 5 ou 7, 2, 5, 3, 8, la finalité est la même. Et je trouve que cet exemple est grave bien, voilà, vraiment ça a résonné dans ma tête, donc ouais, je suis un peu fan de mon exemple, ouais. Faire moins, ce n'est pas renoncer, c'est choisir, c'est apprendre à se respecter, à écouter son rythme, à créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Il y aura toujours des moments où la cadence s'accélère, et c'est normal. Mais si on ne s'autorise jamais à ralentir, à simplifier, à alléger, on risque de se perdre. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire, vous avez le droit de faire moins, le droit de respirer, et parfois, c'est ce qui vous permettra de faire mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à en discuter autour de vous, et surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!